écoutez un podcast produit par la Galerie Maguen, à la recherche de causer, épisode 2. Nous avons vu comment le jeune Cosé a été attiré très tôt par la spiritualité, sans être pour autant lui-même religieux, et comment sa réflexion sur qui nous sommes nourrit les récits de son héros emblématique, Jonathan. Mais pour l'instant, il ne se base que sur des récits de voyage d'autres que lui pour imaginer ses histoires. Et parmi ceux qui vont nourrir son inspiration, il y a une certaine Ella Maillard. C'est une exploratrice et photographe qui s'est rendue au Tibet en 1935. C'est une femme qui, comme Cosé, partage un questionnement spirituel et une fois de plus, le jeune auteur décide d'aller à sa rencontre. Elle était suisse, elle habitait à Chandelin, un petit village de montagne, à 2000 mètres d'altitude, et je suis allé sur ma moto, comme Jonathan. J'ai débarqué comme ça, j'ai réussi à obtenir son adresse, je suis allé frapper à sa porte. Elle me semblait vieille parce que j'avais 23 ans, mais quand j'y repense, je pense qu'elle avait 60 ans, quelque chose comme ça. Très belle femme, des yeux magnifiques. Je me suis présenté, je lui ai dit que je me passionnais pour le Tibet, que je commençais une bande dessinée, et elle m'a ouvert très gentiment sa porte. Et je lui ai demandé plein d'infos sur le Tibet. Et alors elle, qu'est-ce qu'elle te montre, qu'est-ce qu'elle te dit ? Elle m'a parlé du Tibet, voyager au Tibet. Et elle m'a parlé de son maître, son gourou, qui n'était pas n'importe qui, c'était le Ramana Maharshi. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, le Tibet était fermé aux voyageurs. C'était pas possible. Le Tibet occupé par la Chine. Mais elle avait voyagé là dans les années 30, clandestinement d'ailleurs. Bon, c'était une vraie aventurière. Moi, j'étais un dessinateur, beaucoup plus qu'un voyageur. Et c'est pour ça que le dessinateur a besoin des récits de ces voyageurs, parce qu'ils sont les seuls en fait à pouvoir lui donner des indications sur ce qu'est le Tibet. Cosé se sert donc de leurs récits, mais aussi de quelques photographies qu'ils ont ramenées. 40 photos qu'on retrouvait partout d'Alexandra David-Néel. Qui est une écrivaine, journaliste, qui est elle aussi exploratrice et bouddhiste. Tout à fait, surtout exploratrice, ouais. Mais elle est une des premières exploratrices du Tibet. Donc oui, Alexandra David-Néel, que tout le monde a lu, qui m'a inspiré. Il y avait quelques photos d'elle, il y avait Ella Maillard, et puis il y avait Michel Pessel, qui venait explorateur français, qui venait de sortir Mustang, Royaume tibétain interdit, et le professeur Tucci, avec un titre, Tibet. Donc tu réunis de la documentation, mais tout ce que tu racontes, c'est parce que tu vois sur les photos et parce que d'autres te racontent. Oui, jusqu'à ce que j'entende parler du Ladakh. Et là, c'était le moment de partir. Ça, c'est en 1976. Alors, qu'est-ce que tu découvres là-bas ? Parce que là, pour le coup, c'est un choc. Tu vas te confronter à ce que Jonathan connaît déjà, mais que toi, tu ne connais pas. Exact, ouais. Je voyageais avec ma compagne. Alors j'étais assez naïf, un peu romantique, je privilégiais la sensation, l'impression. Donc j'ai fait très peu de photos, ce que j'ai regretté après coup. Dans mes voyages suivants, j'ai fait beaucoup de photos et ça m'a été très utile. Mais là, ce premier voyage, c'était tout, je m'imprégnais de l'ambiance, l'atmosphère. J'étais un peu allumé, bien sûr. Tu découvres une cérémonie bouddhiste, là-bas, qu'on appelle le Kalachakra, la roue du temps, et tu vois le Dalai Lama. Oui, là, il était venu pour la première fois depuis l'invasion du Tibet par la Chine, dans la plaine de l'Indus, et on était là par chance, c'était pas du tout prévu, c'est vraiment un coup de peau. Et il a plu pendant 3 jours, et donc les pèlerins étaient là dans la boue, je sais pas combien ils étaient, c'était énorme, ils étaient venus d'un peu tout l'Himalaya. Et puis le dernier jour, je pense qu'il y a eu un vent d'altitude très très fort, parce qu'en quelques heures, les nuages ont disparu. Il a fait un ciel bleu, un soleil incroyable. Et après, on est redescendu en bus en 2 étapes jusqu'à Srinagar, capitale du Cachemire. Et là, on est tombé sur un journal indien qui traînait, un quotidien indien, qui annonçait la mort de Mao Tse-tung. Et c'était exactement ce jour de la fin du Kalachakra où le ciel s'est complètement ouvert. Alors ça, voilà, c'est une coïncidence qu'on peut... Tu y as vu un signe ? Ouais, sur le moment, nous, on y a vu un signe. Après, on va dire c'est le hasard, ok, c'était le hasard, mais c'était quand même marquant parce que
Toute cette cérémonie sous la pluie et les nuages est le dernier jour, grand ciel bleu, et c'est le jour de la mort de Mao, qui a quand même été celui qui a envahi et massacré le Tibet. Cosé dispose désormais de souvenirs donc, qui vont l'aider à concevoir les albums suivants de Jonathan. Et il va travailler en se basant sur eux jusqu'en 1982. Cette année-là, il décide de faire un nouveau voyage, non pas au Tibet, qui est toujours inaccessible, mais à Katmandou, au Népal. Le Népal est quand même une culture différente du Tibet. C'est une autre nation. C'était plus simple que le Ladakh. Et puis beaucoup de voyageurs. C'était même un spot à l'époque. C'était même un spot. Il y avait beaucoup de touristes et de voyageurs. Donc je dirais que c'était moins étonnant que le Ladakh, mais ça m'a permis d'enrichir ma documentation. Et tu étais aux aguets, c'est-à-dire à chaque fois tu te disais, voilà ce que je pourrais utiliser pour Jonathan. Toujours. J'ai toujours voyagé avec un œil intéressé en recherche de documents pour mon travail. Donc je ne suis pas un vrai voyageur, je voyageais utile. C'est pas très poétique de dire ça, mais c'est la vérité. En même temps, ma façon de travailler ne correspond pas à ce qui est courant en fiction, que ce soit bande dessinée, littérature ou cinéma. Quand on travaille sur une fiction, je crois, la plupart des auteurs définissent ce qu'ils veulent avant de voyager. Ils définissent leur sujet, et ils vont chercher les images et les expériences sur place. Dans mon cas, je travaille absolument à l'envers de cette méthode, c'est-à-dire je pars à la pêche miraculeuse. Je suis intéressé par une région, bien sûr je connais, j'ai quelques idées avant de partir, mais je vais récolter tout ce qui me semble intéressant et imprévisible. Donc c'est un peu la cuisine du marché. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des beaux fruits là. Je n'avais pas prévu de travailler avec des fruits, mais pourquoi pas ? Donc c'est ça. Le scénario, il arrive a posteriori. Il arrive a posteriori, mais à plus que posteriori. C'est-à-dire que ce n'est pas à mon retour que je vais travailler sur le scénario. À mon retour, je m'organise pour avoir du travail, un autre travail à faire, généralement la fin d'un album qui est en cours. Et j'attends cette nostalgie que tous les voyageurs connaissent. Quand 6 mois ou 2 ans après un voyage, tu repenses à des scènes, tu dis « Ah ouais, on était là-bas, on a vu ça ». Et ça, c'est pour moi le matériau de base pour écrire une fiction. Je pars avec cette nostalgie. Il faut laisser décanter les choses. Exactement, ça doit décanter. Sinon, c'est du journalisme. Alors j'ai vu ça, je raconte ce que j'ai vu. C'est très bien, mais ce n'est pas ce que je cherche. Ouais, ce n'est pas ce qu'il cherche, mais tout de même, il arrive qu'il utilise directement la réalité pour nourrir sa fiction. Ainsi, dans les tomes 12 et 13 de Jonathan, son personnage se rapproche d'une femme qui est colonel dans l'armée chinoise. Eh bien, cette femme, cette relation, elle lui a été inspirée par une rencontre qu'il a réellement vécue. Yung Lan, cette femme officier de l'armée chinoise, elle existe. Je l'ai rencontrée, je voyageais avec un ami photographe. Et donc elle m'a été inspirée par quelqu'un qui existe, une très belle femme, qui dirigeait les chœurs de l'Académie militaire de Lanzhou. Donc en uniforme. Et on a passé une soirée à discuter avec elle. C'était vraiment fascinant, parce que malgré tout, elle appartenait à cette armée qui était là pour démolir le Tibet. Enfin, c'est des envahisseurs. C'est comme si tu rencontres une officier allemande en France pendant la guerre. Donc il y avait un côté quand même particulier. Alors ça m'a inspiré ce personnage dans mon album. J'ai loué une Royal Enfield quand j'étais au Ladakh, lors d'un 2e voyage. Mais enfin, j'ai roulé comme tout le monde, quoi. C'est pas une aventure. Les aventures de Jonathan ont commencé en 1975, mais il faudra attendre 19 ans pour que Cosé se rende enfin au Tibet. Le Tibet pour lui c'est une sorte de Graal, mais il a tellement étudié et représenté déjà dans son œuvre qu'il n'est en fait pas vraiment surpris par ce qu'il découvre. C'était vraiment ce que j'avais vu en photo, et sauf qu'il y avait les couleurs, parce que la plupart des photos c'était des photos noir-blanc. Donc ça a été quand même une révélation qu'on ne ressent pas dans les photos noir-blanc. Par exemple, ce ciel très très bleu qui est dû à l'altitude. C'est un bleu hyper profond, presque sombre, avec au contraire une lumière très forte
sur tous les objets au sol, la terre, les maisons, la montagne. Donc ça, c'est une découverte dans la mesure où à cette époque-là, il y avait très peu de photos couleurs. Tu fais des rencontres à Lhasa? Les rencontres étaient très limitées parce que la plupart des Tibétains ne parlaient pas l'anglais, ou 3 mots. Et puis aussi, il y avait quand même un problème qui dure toujours. Il s'est presque empiré. On sait très bien que la présence chinoise, ils sont partout. Hein. Maintenant, c'est pire, il y a des caméras partout. C'est de la folie, ça tient de la parano. Mais on sait très bien que nous, on risque rien, les visiteurs, les voyageurs. Si on déborde, on va nous reconduire poliment à la frontière, ou pire. Mais les Tibétains avec qui on a échangé, parlé, pourraient avoir des ennuis. Donc il faut faire vraiment très attention de ne pas les mettre en danger en étant trop empressé ou avec des conversations trop longues. Après, on va leur demander, mais qu'est-ce que vous avez dit aux étrangers? On le sait. Le Tibet, tu y es allé 8 fois. Pourquoi y retourner autant de fois? Le Tibet est tellement grand, c'est un continent. Il y a des régions tellement différentes les unes des autres, que ce soit au niveau du paysage ou des costumes, de l'architecture, que ça mérite d'explorer. Enfin, je crois qu'il y a des passionnés de l'Afrique qui continuent toute leur vie et repartent dans d'autres régions d'Afrique. Donc, je retourne vers ce qui m'attire. Et ce qui t'attire aussi, ce sera la Birmanie, puisque tu iras aussi en Birmanie. Tu vas t'en inspirer pour un Jonathan, les fameux cheveux de Bouddha. On raconte qu'ils se trouvent dans la grande pagode. Et Jonathan, à un moment donné, va se demander s'il n'a pas affaire à ses cheveux. En fait, non. Non, c'est ça, mais ça fait partie du scénario de cette histoire. Ouais, j'ai adoré, mais ça fait partie de l'élargissement de mon intérêt, déborder sur d'abord le Népal, et puis après l'Inde, et puis la Chine, la Birmanie. C'est des pays qui continuent de me fasciner. Et oui, il y a dans cette grande pagode de Shwedagon, à Rangoon, on dit que cette pagode contient je ne sais plus combien de kilos d'or, parce qu'elle est théoriquement en or. Moi, je pense que c'est de la dorure. Mais ce qui est beaucoup plus probable, qu'elle contient 8 cheveux du Bouddha historique. Ça, c'est pourquoi pas. Tu as des enfants, tu voyages avec eux aussi. Est-ce que ce sont des choses que vous partagez en famille? Oui, j'ai 4 enfants. Et on a fait quelques voyages en famille, notamment en Inde, plusieurs voyages en Inde en famille. Tes enfants partagent ta passion et ta fascination pour l'Asie, pour la spiritualité? Certains d'entre eux, d'autres c'est plutôt le voyage, mais ils font pas de bande dessinée. Il n'y en a aucun qui fait de la bande dessinée. Ils te donnent des idées, ils te critiquent? Ils donnent des fois des suggestions. Ah, tu devrais faire quelque chose comme ça. Par exemple? Par exemple, tu devrais faire des formats plus originaux, formats d'album. C'est trop classique, ces formats d'album. Et dans le principe, je pense qu'ils ont raison. J'essaie de faire ça pour des albums, pas tellement de bande dessinée, mais d'esquisses, d'aquarelles, de boulot à part. J'ai lu dans une interview, tu disais « Les voyages ont libéré mon imagination ». C'est-à-dire tu t'autorises à raconter plus de choses? Oui. Les voyages m'ont donné confiance. Parce que dans les tout premiers albums que je faisais, d'après les albums, les photos publiées d'Alexandra David-Néel, par exemple, j'avais très peur de faire des erreurs. Parce que j'étais jamais allé sur place. Donc je me disais, voilà, ça c'est un costume d'une femme d'Inde du Sud, elle peut pas se trouver au Tibet. Donc attention, pas faire cette erreur. Puis quand tu voyages, tu découvres qu'il y a des femmes d'Inde du Sud qui vont se promener au Tibet. Donc c'est beaucoup plus large. Il peut y avoir une bouteille d'une boisson indienne, Limca par exemple, voilà, une boisson, une limonade citron. Indienne, mais tu peux en trouver au Tibet. Mais ça, quand tu n'es pas allé sur place, tu as peur. Tu te dis, oh, je ne peux pas faire ça, c'est pas juste. Et finalement, la réalité est beaucoup plus ouverte que ce qu'on croit. Les voyages vont donc continuer, mais il y aura aussi des voyages d'un genre différent. Jonathan connaît un tel succès qu'on va proposer à Causé de se transformer en guide touristique en quelque sorte. C'est une agence de voyage qui a proposé un premier voyage qui s'intitulait « Au Ladakh sur les traces de Jonathan ». Et donc j'ai emmené une petite dizaine de touristes au Ladakh et comme ça s'était bien passé 2 ans plus tard. Donc tu leur racontais, voilà, à tel endroit j'ai eu une source d'inspiration, je me suis inspiré de tel monument, de telle ville. Ouais, j'ai essayé de relier ce voyage qu'on a fait ensemble à des éléments de mes albums. Une forme de pèlerinage. Ouais, si on veut, sur les traces de Jonathan, comme ça s'intitulait. Et 2 ans plus tard, la même agence de voyage a proposé
non plus au Ladakh, mais au Tibet, sur les traces de Jonathan. Et je suis reparti avec un nouveau groupe, au Tibet central, à Lhasa, etc. En 1981, Causet va faire évoluer sa série. Il sent que Jonathan a besoin de changer d'air, de changer d'univers. Il va donc d'abord imaginer le personnage de Kate. Et pour la première fois, on va voir une BD censée s'adresser aux jeunes, mettre en scène une jeune femme fragile, dépressive et même suicidaire. Loin des archétypes de la BD franco-belge, Causet innove donc à nouveau. Mon but, c'était vraiment de sortir des clichés qui étaient la superbe pin-up sexy ou la Castafiore. C'était un peu les deux extraits. Les personnages féminins, c'était ou l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre. Toujours dans cette idée de raconter des choses que je ressens, eh bien, j'avais envie d'un personnage féminin dont on puisse tomber amoureux, pas seulement parce qu'elle est sexy, elle peut l'être, c'est pas un crime. Elle est belle, Kate. Elle est belle, tout à fait, tant mieux. Mais il n'y a pas que ça. Je considère que mes personnages, ils ont à quelque part leur propre existence, et je les observe. J'essaie de les ressentir, de les imaginer, et c'est pas les expliquer. Mais peu importe, j'allais dire, la manière dont tu le fais, le résultat, c'est que Kate, c'est une personnalité complexe, et beaucoup plus complexe que d'autres personnages. Oui, et je respecte cette complexité, et je ne cherche pas à la disséquer ou à l'analyser, et encore moins à l'expliquer. C'est comme un être humain. Même la personne que tu connais le mieux au monde, tu ne peux pas l'expliquer. Donc quand tu l'imagines, elle vit à travers toi et tu laisses... T'es une forme de médium, en fait, entre... Oui. C'est certainement... Alors ça, c'est un terme un peu allumé. Comment on dit, jeté ou perché. Mais c'est cette idée-là. C'est que je suis l'intermédiaire entre ce personnage, qui est une entité fictive, et le lecteur-lectrice. Alors Kate, on la découvre en Asie, mais on la retrouve ensuite avec Oncle Howard est de retour aux États-Unis. Et là, ça bascule, Jonathan bascule d'univers. Là aussi, tu avais besoin de changer ? Oui, tout à fait, parce que l'Himalaya, ça faisait beaucoup. Moi, j'ai toujours été, comme des millions de gens, je crois, fasciné par les États-Unis, pas par la politique d'aujourd'hui, mais par toute la richesse culturelle, des fictions, que ce soit littérature ou cinéma. Bukowski, Saul Bellow, Salinger, Sam Peckinpah, Wim Wenders, bon, il est d'origine allemande, mais enfin, c'est un peu du cinéma américain quand même. Production américaine, certaine en tout cas. Donc, il fallait que Jonathan s'inscrive dans ce contexte-là. J'en avais envie, je le voyais bien aux États-Unis. Alors, comment tu imagines, puisqu'il y a Oncle Howard est de retour, et il y a Greyshore Island, ce sont 2 volumes, comment tu imagines le scénario, l'histoire ? Là aussi, tu vas là-bas ? Je suis parti là-bas aussi, avant d'imaginer un scénario. J'ai fait des photos, pris des notes, lu. Et puis il y a des éléments qui apparaissent peu à peu, les pièces de mon puzzle, que j'assemble jusqu'à ce que je comprenne quel est le thème principal. Je pars jamais d'un thème principal, parce que moi ça me fait tomber dans les stéréotypes, les thèmes. Alors qu'au contraire, ces pièces de puzzle, ces éléments disparates, hétéroclites, peu à peu... convergent. Exactement, ils convergent. Et alors, tu introduis toujours dans tes histoires les choses qui font partie de ton propre univers. À un moment donné, dans Greyshore Island, Jonathan se déguise en Mickey. Moi, ça me plaît, c'est ça qui m'amuse. Et pour moi, ça fait partie de la réalité. Mickey, il est dans toutes nos vies. C'est d'ailleurs le porte-clés de Mickey qui permet de résoudre l'énigme à la fin. Tout à fait. Ben oui, parce que c'est dans la vie. Pour moi, c'est réaliste de dessiner Mickey comme ça. Parce qu'il est dans nos vies. Je ne connais pas un pays au monde où la tête de Mickey n'est pas connue. Donc, ce n'est pas de la fiction. Et autre particularité qu'on va trouver chez Jonathan, Causet, lors de la publication de ses histoires dans le journal Tintin, conseille à ses lecteurs d'écouter des musiques et des compositeurs bien précis pour mieux en apprécier la lecture. C'est souvent des musiques que j'écoute un peu en boucle au moment du scénario. C'est un peu la bande-son du développement des idées que j'ai décidé de communiquer au lecteur
Ça faisait partie de mon idée de faire entrer le personnage fiction dans la vie du lecteur, de lui donner des liens plutôt. Moi, en pensant à Jonathan, j'écoute ses musiques, donc le lecteur peut écouter les mêmes. C'est un peu la musique qui serait la musique du film, si c'était un film ou un dessin animé, mais c'est aussi la musique en lien avec le sujet. Pink Floyd, c'est l'ambiance de Jonathan qui débarque dans l'Himalaya, planant. Et puis Toru Takemitsu, c'est une musique qui me semblait intéressante. Oui, parce que là, on est dans le contemporain. Là. Exactement. Ouais. Sauf que c'est pour l'album au Japon. Donc il y a quand même un lien. Oui, mes goûts sont éclectiques. D'ailleurs, ça me frappe. Je trouve que les mélomanes, les gens qui écoutent de la musique, sont très segmentés, compartimentés. Tu vas à un concert de musique classique, tu vois pas les mêmes têtes que si tu vas à un festival de pop ou rock. Mais j'aime bien mélanger tout ça. Jonathan, en même temps, c'est révélateur d'une époque, c'est les années 70, le voyage, c'est l'Asie, la spiritualité, le psychédélique. Il y a un élément qu'il n'y a pas, par contre, c'est la drogue. Non, parce que... Parce que Journal Tintin ? Alors oui, mais il y a longtemps que je publie plus, que Tintin n'existe plus, donc je pourrais aborder ce sujet. Je dirais que c'est un sujet quand même inquiétant, et donc je tiens pas à évoquer ça. J'aimerais pas être responsable non plus de gens. Je pense que beaucoup de gens ont pris du LSD ou fumé, plein de trucs, parce que les Beatles ou les Stones consommaient ça. Enfin, c'était... Ouais. Tu voudrais pas que ce soit une forme d'exemple, ou que ça puisse être interprété comme un exemple qu'on pourrait suivre. Exactement, j'aimerais éviter ça, ouais. Donc cette partie-là, tu l'as gommée parce qu'elle faisait partie de l'époque. Ah, complètement, ben ouais. Et puis surtout, c'est trop facile pour une fiction. Alors, on m'avait dit, oh, tu vas faire des personnages qui planent, ils font des tripes complètement fous. Mais pour moi, c'est des stéréotypes, c'est des clichés. Je trouve bien plus intéressant de voir Jonathan qui prend son petit déjeuner dans un guest house à 4000 mètres d'altitude. C'est bien plus excitant que de dessiner des monstres terribles ou des femmes super sexy. Jonathan va accompagner les lecteurs jusqu'en 2021. Cosé va donc dessiner son héros pendant 46 ans, pendant lesquels il publiera 17 épisodes, même s'il y a eu parfois de longues interruptions entre les parutions. Et puis un beau jour, il décide qu'il est temps de mettre un terme à sa série. Moi, en tant que lecteur, des séries avec 50 titres, ça me tue, c'est trop. Ça m'ennuie. J'ai pas envie de m'engager comme ça. D'abord, ça devait être un seul album. J'arrivais à 15, je me disais, mais non, ça, c'est bien assez, je vais tourner rond. Donc j'arrête, je fais un 16e, qui était Celle qui fut. Et puis, ok, j'ai annoncé que c'était le dernier. Et puis j'ai relu tout ça, et puis je me suis dit, mais c'est un album qui est ok, Celle qui fut, ce 16e album, il est bien, sans plus. Mais ça peut pas boucler la série. Il n'est pas marquant pour finir la série. À ce moment-là, j'ai relu le tout premier, et je suis retombé sur ce texte dans lequel je raconte que Jonathan était un ami, que je l'ai connu, moi le dessinateur, que j'ai connu ce personnage, qu'il est parti dans l'Himalaya. Et je me suis dit, voilà la fin. Il revient, moi je l'ai vu partir, et je le vois revenir. Et ça, c'est la fin de la série. Donc j'ai réalisé ce 17e et dernier album qui s'appelle La piste de Yéché. Et c'est la confirmation que c'est bien ton double, puisque là où ça se termine, c'est chez toi. Il revient chez toi et quelque part, vous fusionnez tous les deux. Presque, hein. Il y a encore une vitre qui nous sépare, parce que moi je suis dans mon atelier en train de dessiner, et lui il est dehors, il est Avec la moto. Avec la moto, mais on se regarde à travers la vitre. Je m'interroge encore, est-ce que c'était une bonne idée qu'il y ait la vitre qui nous sépare ou pas? Mais enfin, elle est là. Et puis dans cet atelier, je me suis amusé à mettre toutes les références la plupart des références qui ont nourri cette série de 17 albums. Donc il y a le bouquin de Jonathan Livingstone, il y a de la musique, il y a Pink Floyd, Mike Oldfield, plein de bouquins, il y a Ella Maillard, Alexandra David-Néel. Ils sont tous dans la bibliothèque autour de ces dessinateurs qui me ressemblent. Alors je comprends que tu veuilles terminer cette série, pas en faire une suite interminable, mais quand on termine une série,
aussi personnel. On se sent pas orphelin, il manque pas quelque chose? Si, c'est un deuil. C'est un deuil et en même temps, c'est une libération. C'est les deux. Mais j'avais un peu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je scie la branche sur laquelle je suis assis. Ça, c'est un aspect un peu pratique, mais est-ce que je vais pas sombrer dans la plus profonde dépression? Je craignais un petit peu ça, mais j'ai décidé de m'y lancer parce que ça me semblait juste. Et je crois que c'était juste, c'est bien. Il n'y a pas des moments où tu te dis je referais bien un Jonathan? Oui, ça peut m'arriver, mais je vais pas plus loin. Je trouve que 17, c'est beaucoup. Est-ce que ça veut pour autant dire que tu t'es trouvé? Puisque Jonathan, on l'a dit, c'était une quête perpétuelle, une recherche à la fois de vérité et de qui on est. Le fait qu'il revienne à la maison et que l'histoire se termine, est-ce que ça veut dire que toi, dans ton cheminement, tu as trouvé quelque chose, ou tu t'es trouvé toi-même? Alors, c'est la différence entre Jonathan et moi, c'est que apparemment, on pourrait dire qu'il s'est trouvé. Je suis pas sûr, mais c'est assez probable en revenant ici. Mais moi, je continue à chercher. J'ai pas trouvé. On va maintenant faire un retour en arrière en 1984. Alors que Jonathan est bien installé, Cosé décide de faire un grand écart. À l'époque, il a besoin d'un nouveau souffle, de changer d'univers. Il va donc imaginer une autre histoire qui s'intitulera « À la recherche de Peter Pan ». C'est un one-shot, comme on dit, même s'il y aura 2 volumes. Une histoire qui prend pour décor les Alpes valaisannes en 1930. Je vous propose donc de changer, nous aussi, d'univers. On va maintenant chausser les raquettes, mettre l'anorak et s'imaginer dans la montagne, au-dessus du village d'Evolène, dans le Val d'Airain, parce que c'est notamment de ce paysage-là que Cosé s'est inspiré pour sa nouvelle BD. Et c'est donc dans cette ambiance-là qu'il nous raconte la genèse de son nouveau projet. J'avais un peu l'impression de tourner en rond, malgré mes documents, surtout les documents ramenés de mes voyages de repérage. Mais quand même, c'était toujours l'Himalaya. Et donc, je suis parti selon le même principe d'essayer de parler de ce que je connais. Et j'ai pensé bien sûr aux Alpes, dans lesquelles j'ai passé beaucoup de mes vacances d'enfant. Maintenant, les Alpes d'aujourd'hui m'intéressaient moyennement parce que dessiner des télésièges et des ski lifts, c'est pas très intéressant pour moi, du moins. Et donc, j'ai pensé que la solution serait de représenter ces Alpes au début du siècle, à travers la vision d'un voyageur précédant les premiers touristes. L'éditeur ne croyait pas beaucoup à cette histoire qui se passe dans les Alpes. Il me disait tu vas vendre ça à 300 valaisans et ta mère. Mais bon, j'ai insisté, j'avais envie de me renouveler un peu et finalement il a accepté en me disant mais fais cet album très rapidement. Fais-toi plaisir, d'accord, mais reviens à Jonathan. Marketing, il faut toujours taper sur le même clou. J'ai rien contre le marketing a priori, mais je pense que pour faire plaisir au lecteur, il faut que l'auteur se fasse plaisir lui-même. Et donc, j'ai réalisé ce À la recherche de Peter Pan, qui finalement s'est vendu mieux que Jonathan. En 135 pages, Cosé nous plonge au cœur d'un village suisse dans lequel on va retrouver un écrivain anglais en mal d'inspiration, un faux monnayeur, 2 gendarmes, une mystérieuse joueuse de piano, un village abandonné, mais surtout, encore une fois, en premier plan la montagne et la neige. Bref, rien qui rappelle vraiment Peter Pan, et pourtant Cosé a truffé sa BD de citations de son auteur, l'écrivain anglais James Barrie. J'avais beaucoup de peine à trouver un titre pour cette histoire alpestre. Et puis, en écoutant un peu de musique, j'écoutais Kate Bush qui chantait In Search of Peter Pan. J'ai trouvé que c'était un titre super. Peter Pan, c'était aussi un lien avec Disney. Puis c'était surtout le côté surprise que je recherche toujours. Un peu d'inattendu, d'imprévisible. Et ça a complètement orienté cette histoire d'une manière tout à fait nouvelle. C'est Peter Pan qui a démarqué dans cette histoire pour secouer un petit peu tout ça. Mais j'aime bien quand les choses se passent comme ça.
Causé, une fois de plus, s'autorise donc toutes les audaces. Mais il lui reste une pilule à faire avaler, c'est celle de la couverture de l'album. Il va dessiner quelques arbres bleus dans la neige, tout en haut de l'image, et la fine traînée d'un skieur qu'on distingue tout petit au centre de la page. Mais pour le reste, il n'y a que du blanc. Or, proposer du vide, qu'on comprend nous être de la neige, sur les 2/3 d'une couverture, bien ça donne des sueurs froides au lombard. Alors la couverture de Peter Pan avec cette grande surface blanche a vraiment fait peur à l'éditeur. J'avais face à moi 3 directeurs commerciaux, marketing, etc., des pros, qui pensaient que pour vendre un bouquin, il fallait qu'il y ait un revolver en couverture, une femme très sexy avec un décolleté plongeant et ce genre de... Non, je caricature un peu, mais c'était quand même les clichés. Et là, avec cette grande surface blanche, on me disait, mais Bernard, il n'y a que du blanc, c'est pas bon pour le commerce, le vent, ça se vend pas, enfin, ce genre de choses. On voit même pas les traits du visage de ton personnage, tellement il est petit. Enfin, tous des arguments qui on peut justifier, mais moi, j'y croyais pas. J'apprécie mon travail, je suis capable de voir s'il est moyen ou bon, ou mauvais. Et je savais que c'était bien, et donc j'ai insisté, je me suis obstiné, ils m'ont dit, mais Bernard, on est 3, dans 3 il y a plus, dans 3 têtes il y a plus que dans une, mais je me suis obstiné, et aujourd'hui j'en suis bien content, je pense que c'est l'une de mes meilleures couvertures. L'éditeur a reconnu, 15 ans plus tard, ils m'ont dit, oui, tu avais raison. Et le succès de À la recherche de Peter Pan ne se démentira pas. Il est encore d'ailleurs une des grandes références de la BD d'aujourd'hui. Mais Causé ne va pas s'arrêter là. Il va ensuite publier une autre BD à succès qui traitera d'un autre grand thème qui lui tient à cœur. C'est la guerre du Vietnam. On va en parler dans le 3e épisode, mais pour ça, je vous propose de redescendre au chalet et de nous réinstaller bien au chaud au pied de la cheminée.